les gens qui pensent qu'ils devraient se mettre à leur compte pour pouvoir partir en vacances autant qu'ils veulent et puis du coup avoir leur propre planning, je pense qu'ils se mettent vraiment le doigt dans l'œil très profondément. Effectivement, d'avoir des robots qui débarrassent ou qui apportent les assiettes, pourquoi pas. Je me suis fait quand même bully, enfin harcelée, tu vois. Pas du tout du harcèlement sexuel, mais du harcèlement vraiment mental, tu vois. Aujourd'hui, je reçois une femme qui a décidé de craquer le vernis de la bonne élève pour se confronter à la réalité brutale du terrain. Rebecca Ababou a fait le parcours parfait. Paris, école hôtelière de Lausanne, les palaces 5 étoiles. Mais sous le luxe et le service impeccable, elle a vu aussi la violence d'un milieu qui s'essouffle. Alors à 30 ans, elle a décidé de tout reconstruire à sa sauce. Elle conseille aujourd'hui les plus grands établissements, de la déco au marketing, du business plan au recrutement, mais elle gère aussi une boîte de nuit à Genève. Alors autant vous dire que elle sait ce que c'est que la responsabilité quand on gère la sécurité et l'humain à 3h du matin. Au milieu de tout ça, elle anime aussi le podcast Qui Vive pour donner la parole à ceux qui sont dans les coulisses de la culture et du monde de la nuit genevoise. Alors comment on passe d'une good girl formatée à une entrepreneur pleine d'énergie ? Pourquoi le milieu de l'hôtellerie doit-il urgemment changer sa manière de manager ? Et comment on garde son discernement dans un monde qui automatise tout et même le sourire du serveur au final ? Alors on va parler de recrutement de chefs, de sécurité incendie, de management hardcore et de quête de liberté. Bienvenue dans le podcast, Rebecca. Merci beaucoup. Peut-être je te propose de te présenter, même si j'ai fait une présentation un peu longue, mais qu'est-ce que tu me dirais de toi ? Alors donc merci beaucoup, je m'appelle Rebecca Ababou, donc j'ai 35 ans, j'ai grandi à Paris comme tu l'as dit, dans une famille très heureuse, portée par l'entrepreneuriat. Donc mon père avait monté aussi des entreprises, notamment Columbus Café, une chaîne de café. C'est lui qui l'a monté ? C'est lui qui l'a monté, ouais. Alors son rêve c'était de le vendre à Starbucks. Je crois pas que ça s'est, enfin je sais que ça s'est pas fait finalement, mais il a eu plusieurs activités. Il faisait du conseil en service client. Il a écrit des bouquins pour parler du service client dans les années 90 où c'était pas du tout un sujet, l'accueil du client, etc. C'était très américain. Et donc moi j'ai grandi avec ce papa et puis ma mère qui avait un énorme poste dans l'industrie pharmaceutique. Donc vraiment. Comment ton père il est arrivé justement à parler du service client des années 90 alors que c'était pas du tout le sujet Eh ben en fait il était aux États-Unis il a fait une école de commerce et puis son meilleur ami de l'époque avait fait un stage à New York. Il a été lui rendre visite et là-bas ils ont découvert la culture du service à l'américaine et en rentrant ils ont aussi découvert Starbucks et donc en rentrant ils ont écrit ce bouquin qui s'appelait Service compris qui expliquait finalement que voilà tu dois dire bonjour à un client quand il traverse la porte. Enfin il a juste posé par écrit des trucs un peu basiques et ensuite il a fait des conférences pour des grosses boîtes françaises et à cette époque-là personne ne faisait ça. Donc c'est là où il s'est vraiment un peu différencié. Et puis ils ont gagné beaucoup d'argent assez vite grâce à ce livre et grâce à ces conférences. Et ensuite ils ont monté donc Columbus Café pour faire le café à l'américaine. Et là c'était une aventure un peu plus compliquée. Et d'ailleurs ce qui est assez drôle c'est que quand j'ai gradué de l'école hôtelière de Lausanne, mon père était là à la cérémonie de remise du diplôme et il m'a dit putain si j'avais recruté des gens de l'école hôtelière de Lausanne pour m'aider dans cette aventure, je crois que j'aurais pas fini par vendre parce que ça s'est fini un petit peu de manière compliquée. Donc ça c'était rigolo. Donc tout ça pour dire que j'ai grandi donc dans cet environnement-là, une famille, tu vois, mes parents avaient une situation financière assez confortable et donc j'ai 2 petites sœurs et j'ai toujours été un petit peu indépendante, très vite responsabilisée, très vite à prendre vraiment le lead sur des trucs. Donc j'ai toujours été un peu leader dans ce genre de choses et la famille ça a toujours été méga important pour moi. Et voilà, donc bref, j'ai grandi donc à Paris. Moi, j'aime pas du tout cet endroit. J'ai pas été... Paris. Paris, ouais. J'ai du mal avec Paris. J'aime pas... Là, quand j'y retourne, je suis contente de voir ma famille et quelques potes, mais vraiment, ça me tend. Genre, je rentre dans le métro, j'ai l'impression qu'on est dans le tiers-monde. Et je crois que c'est aussi, tu sais, quand tu verbalises des choses négatives, il t'arrive des trucs négatifs. Bah, du coup, j'arrive à Paris, je sors du train à Gare de Lyon, je me dis, putain, ça me saoule d'être là. Et ben, bam, un clochard qui me passe devant, qui me bouscule, ou alors des trucs un peu désagréables. Donc j'ai créé ce truc avec Paris qui est pas très positif, mais voilà. Et donc à 18 ans, je suis partie faire l'école hôtelière de Lausanne. C'était pas du tout prévu. Mon père voulait que je fasse une école, lui a fait l'ESSEC en France. Il voulait que je fasse la même chose, sauf qu'il a jamais accepté le fait que j'étais nulle en maths, et je suis toujours d'ailleurs nulle en maths. Il m'a forcé à faire un bac S, spé maths. J'ai eu quand même 3/20 au bac, coefficient 8.
J'ai eu mon bac parce que j'ai eu des bonnes notes en philo. T'as bien performé sur les autres notes. Voilà, et en français, mais j'ai été très mal orientée. Et en fait, j'ai découvert l'école hôtelière de Lausanne lors d'un voyage au Vietnam. On était dans un hôtel pour aller boire un verre avec mes parents, en fin fond de la montagne. Et je vois à la réception une petite blonde de 18 ans. Et je dis, qu'est-ce que tu fais là? Et elle me dit qu'elle fait Glion, qui est notre école hôtelière. Mm-hmm. Et en fait, je sais pas, genre, elle m'a parlé de ce qu'elle faisait et j'ai eu une espèce d'épiphanie. Et donc, rentrée à l'hôtel encore au Vietnam, j'ai postulé à l'EHL en ligne. Et puis, quand je suis rentrée à Paris, j'ai dû aller à Chambéry passer le TOEFL. Et puis ensuite, j'ai été à l'école faire la journée de section. Et donc, j'ai été acceptée avant d'avoir mon bac. Et donc, moi qui étais très nulle finalement en S, etc., je me suis un peu relâchée. J'étais assez bon, mon futur est tout tracé. C'est sur quoi même. Fallait quand même l'avoir. Voilà, exactement. Donc, finalement, je me suis réveillée comme il fallait. Et donc, j'ai débarqué à l'école hôtelière à 18 ans, donc très jeune. Moi, je suis née en juillet, donc vraiment en septembre, j'étais baby. Et j'ai débarqué là-bas, dans cet endroit où tout le monde est complètement habillé en costard. Hein. Ouais. Très formel. Et pour la première fois, j'étais là où je devais être. J'étais bonne à l'école. Parce que, donc, t'as parlé tout à l'heure du vernis de la jeune fille parfaite. Alors, j'ai toujours été un peu mauvaise à l'école. Parce que quand j'ai commencé, on s'en fout un peu, mais je le dis parce que c'est important, je crois que ça a quand même vachement fait qui je suis. Mes parents m'ont mis dans une école bilingue quand j'étais toute petite. Et en fait, c'était plus anglais que français. Et donc, j'ai jamais appris à lire en français. Mm-hmm. Et du truc du CP, là, tu vois, en France. Et du coup, quand je suis arrivée dans l'école, a dû fermer parce qu'en fait, on parlait plus anglais que français. Et quand je suis arrivée dans le système français, j'avais déjà des lacunes. Et personne n'a pris le temps de me remettre à niveau. Et donc, j'ai passé mon enfance et finalement toute ma scolarité. Ouais. Et donc, en fait, je crois que ça m'a mis dans un truc un peu nul, tu vois. Et on m'a dit, bah non, mais t'as pas le niveau pour ci, pour ça. Alors qu'en fait, juste personne n'avait. Donc, je crois que j'ai toujours ressenti la responsabilité très indépendante que si je voulais pas m'en sortir, mais en tout cas que personne n'allait m'aider. Ouais. Et que si je voulais, il fallait que je me bouge moi-même. Et donc, ça a beaucoup, je crois, façonné qui je suis. Et voilà, donc tout ça pour dire que j'arrive à l'EHL et là, enfin, je suis entourée de gens qui valorisent qui je suis. Donc jusqu'à présent, enfin, je parle 4 langues. Alors à l'époque, j'en parlais que 3, mais j'avais appris à l'école et là, on valorisait parce qu'en fait, tout d'un coup, je pouvais parler avec tous les gens. Alors que quand j'étais à Paris, tout le monde s'en fichait finalement de cette partie-là. Et donc, je passe 4 ans formidables à beaucoup trop marrer. Alors, j'étais très sage, mine de rien. Ma crise d'ado de sortir en boîte de nuit, je la fais plutôt maintenant que quand j'avais 20 ans. Ce qui surprend énormément mes potes de l'époque parce que j'ai toujours été la première à rentrer puisqu'on avait cours le lendemain, etc. Et puis du coup, aujourd'hui, ça les fait pas mal rire quand ils connaissent un peu mon quotidien. Mais voilà. Et puis du coup, si on continue, après l'EHL, je rentre à Paris, je bosse dans la restauration. Enfin, je sais pas si t'as une question spécifique ou si je te déroule un peu vite fait mon parcours. Donc, je bosse dans une boîte qui fait des recettes de chef étoilé dans des bocaux en verre et je suis recrutée par un ancien gars de l'EHL. Ça, c'est après toutes tes expériences dans les hôtels 5 étoiles. Tu m'as dit que tu avais beaucoup voyagé, en fait. Alors, les voyages, c'était après, ouais. En fait, j'ai fait juste un stage à Courchevel, dans un hôtel qui s'appelait Cheval Blanc. Un stage opérationnel où j'étais femme de chambre et commis au restaurant. C'était horrible. C'est là, c'était un truc extrêmement violent. Bah, peut-être on y reviendra. Ouais, on y reviendra, ça. Ouais. Et puis après, le deuxième stage, j'étais à Bruxelles, au siège de Starwood, qui aujourd'hui appartient à Marriott. Mais ça, j'étais dans les bureaux, ça, c'était assez chill. Et les gros voyages, ils sont venus après. Donc, justement, après l'école, je suis arrivée à Paris. Je bosse dans cette boîte qui fait donc cette restauration. Et je développe toute la partie B2B, je crée des événements et je suis très indépendante dans la structure. Et c'est très compliqué, ça se passe pas hyper bien avec le dirigeant. Donc, au bout d'un an, j'arrête et je vais bosser au W à Paris, donc l'hôtel W, qui a aussi une maison à Paris, à Verbier, pardon. Donc, je bouge du W Paris au W Verbier. Je fais une saison à Verbier. Et après, j'ai été à Tel Aviv, où là, je vis pendant 3 ans. Je passe 1 an au Sheraton, énorme hôtel, 800 chambres. Un peu, c'est pas glauque, mais c'est une ancienne type d'hôtellerie. Et après, je bosse au Norman, qui est un boutique hôtel de fou furieux, où là, je passe 1 an incroyable. Et puis ensuite, je vais à Shanghai, où là, je rejoins des amis de l'EHL qui avaient monté des bars, qui s'appelait le Café des Stagiaires, et ils en avaient 4, 3 à Shanghai, 1 à Bangkok. Et ils me demandent de diriger les opérations pour le groupe, ce que j'accepte volontiers. Et donc, je quitte Tel Aviv du jour au lendemain et je débarque à Shanghai. Et je retrouve mon père, justement, à l'aéroport à Charles de Gaulle, qui vient avec moi à Shanghai. Il voulait juste s'assurer que j'allais pas dans un traquenard, parce qu'il connaissait mes copains. Il disait, oula, c'est quoi ce plan?
Et du coup, et voilà, là, je fais 3 ans à Shanghai. Et il y avait un établissement à Bangkok, donc je fais beaucoup d'allers-retours. Et j'ai débarqué à Genève, ce qui va nous amener peut-être à la suite des questions, en 2019. Parce qu'en fin 2018, j'ai perdu 2 de mes grands-parents en un mois. Et donc, réalisant que la Chine, c'était quand même très loin et que j'avais envie d'être proche de ma famille, je me suis dit, j'arrête l'Asie, je rentre. Donc, j'ai pris 3 mois pour faire un handover à la suite de leur décès. Et j'ai débarqué à Genève parce que un ami de l'époque dirigeait une boîte de boulangerie ici. Enfin, dirigeait les opérations pour une boîte de boulangerie et m'a débauché pour prendre la direction d'un établissement. Et donc voilà. Très bien. Aujourd'hui, tu es entrepreneur. On s'intéressera un petit peu à comment on saute dans ce statut d'entrepreneur. Mais pour bien comprendre, tu m'as dit que ton père était entrepreneur, effectivement, avec Columbus Café. Ça, tu m'as dit en préparant l'émission, je l'ai vu bosser comme un chien, je l'ai vu stresser. Ça t'a pas dégoûté, l'entrepreneuriat ? Non, parce qu'en fait, ça m'a toujours impressionné. J'ai toujours trouvé ça assez impressionnant parce qu'il a vraiment un truc avec les gens. En fait, on s'est toujours un peu moqué de lui parce que il connaît beaucoup de monde et puis à chaque fois il dit ah non mais lui c'est un copain. Lui c'est un copain et je t'allais en fait c'est pas vrai, c'est pas ça des amis. Et en fait maintenant moi je suis un peu comme ça, tu vois, quand on me dit tu connais un tel, comment tu connais? Ah bah je sais pas, c'est un copain. Donc ça c'est quelque chose qui m'a toujours impressionné. Après j'étais petite, je réalisais pas le stress, juste on le voyait pas souvent, mais quand il en parlait, il avait l'air de se régaler. Après, lui, son aventure entrepreneuriale, c'était pas la même que la mienne parce que il était associé déjà. Moi, je suis indépendante. Et, enfin, en tout cas, dans l'une des entreprises. Et aussi, il a monté une chaîne et puis l'époque était différente. Enfin, je me compare pas nécessairement. En revanche, dans le quotidien et puis la force et la résilience, je crois que lui, c'était un modèle. Et puis, en ce sens, ça m'a toujours inspiré, ouais. À l'inverse, tu m'as dit aussi en préparant, ta maman avait un bon poste dans l'industrie pharmaceutique. Ouais. Et tu m'as dit, quand on est une femme, on est un peu formaté, on est un peu éduqué justement à prendre une place dans la société, assez cadré et pas forcément le chemin de l'entrepreneuriat. Donc, t'as eu aussi cette éducation-là par ta maman, je pense ? Ouais, un truc assez... ils voulaient que je fasse mes parents voulaient que je fasse une grande école. Alors, l'école de Lausanne est une grande école, mais pas au sens de mes parents. Enfin, eux, dans le monde dans lequel on a grandi. C'est l'école de commerce. Voilà, donc tu fais une grande école, tu fais du droit ou t'es médecin. Globalement, c'est ça un peu les carrières qui sont tracées. Et effectivement, il a jamais été question, tu vois, de pas travailler. Ma famille, c'est pas du tout ça le délire. Mais c'est vrai que ils m'ont toujours soutenue, mais quand j'étais petite, on me disait pas, tiens, toi, tu vas avoir un jour ton entreprise. Mes grands-parents, mon grand-père m'appelait ma petite aubergiste parce qu'effectivement, il pensait tous que j'étais finalement serveuse dans un restaurant et que c'est pour ça que j'avais fait 4 ans d'études en Suisse. Je leur expliquais que non. Pardon, je me suis un peu perdue dans ta question. Ouais, j'étais un peu formatée à être... on n'est pas élevé pour avoir une grande gueule quand on est une femme. En tout cas, dans les années 90 en France, c'était pas vraiment ça le sujet. Et dans mon cercle très proche des gens avec qui j'ai grandi, je suis une des seules à être indépendante et entrepreneur aujourd'hui. Ouais, la plupart sont un peu casés. Alors, l'école hôtelière de Lausanne, moi, j'avais un peu cette image, justement, qu'on t'apprend à devenir peut-être un serveur et aubergiste, tu vas gérer des hôtels, ouais. Mais pas forcément devenir entrepreneur. Et tu m'as dit qu'il y avait une spécialisation entrepreneuriale. Ouais. Alors, il y a quand même, il y a 3 spécialités en dernière année, marketing, finance ou entrepreneuriat. Et ils sont quand même très, très chauds de l'entrepreneuriat à l'EHL parce qu'il y a un incubateur d'innovation, il y a tout un hub qui n'est pas destiné que aux anciens élèves, c'est vraiment un truc général. Et t'as quand même beaucoup de gens de l'EHL qui se lancent à leur compte. Il y en a quand même pas mal, pas nécessairement dans la restauration ou l'hôtellerie, ça c'est vrai. Et puis du coup, moi j'ai choisi de faire ça, mais tu m'as posé la question hier de savoir si j'avais toujours su que je voulais être entrepreneur, et en fait... Tu m'as répondu oui. J'ai toujours su que j'aurais ma boîte un jour. Mais en fait, j'ai réfléchi, et puis en fait, je sais pas si j'ai vraiment toujours su... Enfin, j'ai fait un peu entrepreneuriat parce que c'était le truc le plus intéressant, dans le sens où j'avais pas envie de faire du marketing parce que j'avais l'impression que ça allait être à un niveau un peu superficiel. Et la finance a jamais été mon délire. Enfin, c'est un chanteur des tours, alors, entrepreneuriat. En fait, non, mais du coup, j'ai appris, j'ai fait ce cours-là, et puis je me suis dit, tiens, c'est marrant, c'est intéressant. Et puis je crois qu'il y avait des gens qui m'avaient dit qu'ils avaient fait ça et que c'était cool.
Donc c'est pas, enfin, et après effectivement de faire le cours, ça m'a aussi ouvert les yeux sur ce que c'était vraiment l'entrepreneuriat. Que tu n'avais pas besoin d'avoir une nouvelle idée, de réinventer l'eau solide pour pouvoir te lancer. Mais donc d'un côté peut-être que inconsciemment j'ai toujours su, et puis en fait, je sais pas, je me pose pas. Ouais, peut-être. Alors justement, à 30 ans. À 30 ans, tu sautes. Dans l'entrepreneuriat, tu montes une boîte de conseil, Malipa, ouais. C'est ça. Alors tu fais tout à 360 degrés pour tous les établissements, hôteliers, restauration, tu m'as parlé de clinique aussi, en fait tout ce qui est dans l'accueil du client. Exactement. Tu m'as parlé de plan de financement, de business plan, de recrutement du staff. Comment, à 30 ans, t'arrives à être crédible face à tes clients, alors que potentiellement tes clients ils ont 2 fois ton âge en fait. Comment tu vas conseiller à optimiser des process chez un chef cuisinier qui a 2 fois ton âge? Comment t'arrives à être crédible? Surtout que voilà, c'est ta première boîte, tu montes le truc, t'as pas encore de référence. Comment on se défend dans la meute? Alors déjà, mes premiers clients, c'était pas des chefs qui avaient 2 fois mon âge. En fait, ça s'est fait un peu par hasard que je sois devenue, que j'ai monté ma boîte, parce qu'en fait, donc quand je suis arrivée à Genève, je bossais, donc j'étais directrice d'un resto qui était sinistre, et au bout de 6-8 mois, j'ai arrêté parce que ça me coûtait plus que ça me rapportait. Ce motto-là, c'est un truc hyper important pour moi, qui est un peu une boussole dans ma vie. Et pour piloter un peu des décisions, j'y pense souvent. Et donc là, c'est la première fois que je l'ai vraiment appliqué ce truc-là, parce que c'était vraiment l'angoisse, cet endroit, c'était glauque. Et puis en plus, la personne qui m'avait recrutée m'avait menti en fait. Il m'avait dit qu'il avait la possibilité que je pouvais faire tout ce que je voulais et qu'il allait toujours me soutenir et que la direction voulait qu'on implémente du changement, mais c'était faux. Et donc je me suis retrouvée pendant 6 mois à mettre en place des trucs qui se sont jamais réalisés. Donc du jour au lendemain, j'ai démissionné. Et Genève, c'est pas un endroit où tu peux rester sans rien faire pendant trop longtemps, et donc je faisais des extras dans la restauration. J'étais serveuse pour le coup. Je vendais des ramen. J'ai bossé dans tous les restos de ramen de la place parce que j'adore ça, et encore aujourd'hui d'ailleurs ça m'a pas du tout dégoûté. Et en gros, je commence à parler avec des potes de l'EHL parce qu'il y a un gros réseau à Genève, et je leur dis j'aimerais bien faire ce que je faisais à Shanghai, à savoir donc diriger les opérations, mais au lieu d'être employée par un groupe, je fais ça en freelance, et puis comme ça, pour des gens qui ont besoin d'un petit truc, et puis whatever it is, en fait, je les aide, et puis voilà. Et donc, et j'en parle comme ça à une pote, mais vraiment random. Et puis 2 semaines après, je reçois un message d'une nana qui me dit bonjour. Il paraît que vous faites du conseil dans la restauration. Moi, j'avais jamais verbalisé le truc, si tu veux, j'avais jamais dit conseil. Voilà, je veux monter un concept. Est-ce qu'on peut se rencontrer? J'étais là, ok. Elle s'appelait Leila. Une bouche à oreille avait été plus vite finalement que toi, t'avais pu monter ta boîte. Ah, mais moi, j'avais rien monté. À ce stade, j'en avais juste parlé. Je continuais à vendre des ramen le midi, le soir, voilà. Et puis, donc, on se rencontre. Et la nana, une nana sublime, qui avait épousé un mec assez riche et qui voulait monter un concept de matcha, la copie-collée d'un concept américain. Et elle avait déjà trouvé une arcade. Et son mec était architecte. Et elle voulait que je l'aide à mettre en place les process et créer tout le truc. Et donc, j'ai dit genre, bon, bah, ok. Et donc, elle me dit, bon, bah, ok, cool. Ça, c'est un truc d'entrepreneur de dire, ok. Bah oui. En fait. Bah oui. Je saurais faire. Grave, j'étais là, genre, t'es chaud? Bah, ok, vas-y, on y va, et puis on verra. Et donc, elle me dit, vas-y, bah, c'est combien? J'étais là, attends, bah, j'arrive, je te redis, tu vois, j'avais aucune idée. Et donc là, d'ailleurs, mon père m'a envoyé un exemple de contrat qu'il avait, que j'ai utilisé d'ailleurs ce modèle pendant genre 2 ans. Et puis je dis, mais merde, comment je vais l'appeler ma boîte en fait? Parce qu'il faut bien qu'il y ait un truc sur l'entête. Et du coup, je l'ai appelé Malipa parce que c'est les initiales de mes grands-parents qui étaient décédés justement avant, donc Maurice, Liliane et Paul. Alors il y en a un 4e évidemment, puisque c'était quand même 2 couples, mais j'ai jamais connu Charles, donc he didn't make it. C'est le CH de Malipa.ch en fait, Charles. Mais j'avoue. Tu avais pas vu? Wow. Ok, wow. C'est très très puissant. Merci beaucoup pour ce partage. J'adore. Et donc du coup, ma sœur bosse, elle va se vexer si je dis qu'elle est graphiste, mais elle bosse dans une grosse boîte de marketing, je sais pas quoi, à Londres. Donc je dis, tu peux me faire un logo? Et elle me fait ok. Et puis du coup, elle m'a pondu un truc, mais genre overnight, vraiment, genre pendant la nuit. Et puis comme ça, j'ai envoyé un devis. Alors au début, je facturais 400 francs la journée. Donc on comprend aujourd'hui peut-être pourquoi j'ai des petits problèmes de trésorerie. Mais en gros, j'étais, vas-y, tu sais quoi, go. Et en fait, pour répondre à ta question, c'est l'expérience qui me donnait de la légitimité. Bon, déjà, l'école hôtelière de Lausanne, quand t'as fait cette école ici, en tout cas en Suisse, c'est comme si t'avais fait Polytechnique en France. Enfin, t'as vraiment un truc de hype. Alors, leur marketing est vraiment très, très fort. Après, je pense que c'est vraiment une très bonne école. Moi, ça a changé ma vie. Ouais. Mais je veux dire, ça nous... Et puis, je crois qu'en fait, c'est le fait d'avoir bossé à tous les niveaux d'un hôtel ou d'un resto.
Je me dis non mais en fait ça va, ça sera très compliqué si tu veux, il y a une méthode et puis du coup je vais appliquer la méthode et puis je vais la prendre par la main cette cliente et puis on va y aller ensemble. Et c'est ce qu'on a fait, c'est comme ça que j'ai la première cliente et ma deuxième c'était sa sœur qui s'appelait Julie, qui était une mannequin. Encore une fois, une fille sublime. J'ai cru qu'à un moment, mon positionnement, c'était les femmes sublimes qui veulent monter des concepts dans la restauration. Maintenant, ça s'est un peu arrêté. Et elle, je l'ai accompagnée pour monter Bretzel et Gretel, qui est, je sais pas si vous avez entendu parler, ils font des bretzels enrobés de chocolat. Et elle, c'était ma deuxième cliente et je l'ai accompagnée pendant 1 an. Et voilà. Très bien. L'hôtellerie, c'est un domaine. Alors effectivement, c'est un domaine où les carrières, elles se font assez rapidement. Tu changes de rôle assez vite. Et du coup, effectivement, comme tu le dis, tu arrives à 30 ans, tu as une expérience de folie parce que tu as vu quasiment tous les postes d'un hôtel finalement à 30 ans. Oui, plus ou moins. Enfin, j'aurais pas appris. Pour celui qui s'arrache un petit peu, hein, ouais. qui bosse bien, Ouais. tu as ta possibilité d'évoluer Bien beaucoup. sûr. C'est peut-être une différence avec d'autres industries où on se met dans un métier et puis on y reste pendant 20 ans, on fait toujours la même chose. Là, c'est quand même assez varié. Ouais. Il y a aussi le fait que l'hôtellerie, c'est un milieu qui a changé ces dernières années. Tu m'as parlé un petit peu de management toxique, c'est un peu je vais pas dire du Fordisme ou de l'industrie des anciennes années, mais où il y a quand même un management qui est assez dur. Ouais. Tu m'as parlé de contexte un peu hardcore. Ouais, et ça, c'est quelque chose qui change aujourd'hui ou qui doit encore changer? Alors aujourd'hui, je suis plus stagiaire dans un établissement 5 étoiles. J'ai raconté juste une petite anecdote qui vraiment pose bien le contexte de cette industrie. Donc je débarque à 19 ans au Cheval Blanc à Courchevel. Et tu vas leur faire une pub d'enfer, j'ai l'impression, non? Ah non, en fait c'est important que ça se sache. Après peut-être que ça a changé, je suis pas sûre. À moins qu'ils aient fait des travaux de rénovation, je suis pas sûre. En gros, on arrive, donc on était stagiaire et je partage une chambre au 3e sous-sol. Donc voilà. Le truc, c'est un hôtel, les gens payent des millions pour leur chambre, etc. Que je partage avec une nana. Il s'avère que elle était sommelière au resto. Et puis moi, j'étais femme de chambre au début de mon stage. Donc je bossais la journée et elle la nuit, enfin le soir. Et la chambre, c'était vraiment, mais genre, c'était plus petit que le studio. Et pour ça, c'était juste le contexte un peu dans lequel on évoluait. Et puis en fait, quand t'es femme de chambre, t'es vraiment le plus bas de l'échelle. Enfin, tu vois, c'est vraiment horrible. Et donc, tu passes ta journée à porter des matelas, parce que les lits sont hyper confortables dans des hôtels 5 étoiles, mais pèsent bien lourd, ouais. demi-tonne. T'es là, enfin, tu vois, c'est quand même... Et surtout, c'est hyper dur, en fait, de nettoyer une chambre. Tu vois, dans le moindre détail, tu dois plier les rideaux d'une certaine manière avec un angle. Enfin, c'est vraiment un délire. Mais ça, encore, dans les femmes de chambre... C'est un travail de l'ombre, on voit pas, on dit jamais merci. Ah ouais. Et puis, les clients, c'est des malades. Genre, moi, j'ai une meuf qui m'accuse d'avoir volé sa brosse. J'étais alors déjà, meuf, qu'est-ce que je fais avec ta brosse? Et en plus, juste, on l'avait rangée, tu vois. Donc, en gros, après, tu vas, tu lui montres, et puis la meuf, elle te dit même pas, genre, ah ouais, désolée, tu vois. Elle était là, genre, enfin, tu vois. Et ça, c'était dur, mais c'était pas tant ça qui était difficile, c'est quand j'étais commis au resto. Parce qu'en fait, il y a quand même un truc où dans la restauration, t'as beaucoup de gens qui font pas d'études et qui commencent à 14 ans en apprentissage, un peu hardcore, surtout à cette époque-là. Et donc, il y a quand même un truc où les gens sont un peu rageux par rapport aux gens qui font des écoles hôtelières, notamment l'école hôtelière de Lausanne, parce qu'effectivement, c'est une école qui coûte cher quand t'es pas suisse. Et du coup, ils se disent, c'est que des gosses de riches qui vont là-bas. Enfin, je fais les raccourcis, mais c'est les raccourcis qui sont très répandus dans l'industrie. Et donc, moi, je débarque. Et effectivement, j'avais une jolie montre que mes parents m'avaient offert, etc. Et donc, je crois que direct, ils repèrent un peu... voilà l'environnement dans lequel j'ai grandi, alors que je suis là à bosser comme une ouf et tout. Et en gros, je me suis fait quand même bully, enfin harcelée, tu vois, où les mecs, ils étaient là, genre, tiens, vas-y, passe la panneau, ça t'as dû jamais faire ça dans ta vie. Alors, tu sais passer l'aspirateur, on t'a déjà montré, enfin, tu vois, un truc vraiment. Et puis les mecs, ils se mettaient à plusieurs, tu vois, et pas du tout du harcèlement sexuel, mais du harcèlement vraiment mental, tu vois. Puis t'as 19 ans, t'es là, t'as rien demandé, tu viens juste faire ton stage. Et puis en plus, le pire, c'est que moi, je parlais justement, je parlais très bien anglais, enfin puisque j'ai fait une école bilingue et tout. Et puis du coup, j'étais commis. Donc quand t'es commis, tu portes un plateau devant la table avec 2 assiettes max. Ton taf, c'est juste de faire en sorte que l'assiette, elle bouge pas. Et puis il y avait les clients qui parlaient au serveur, enfin donc au chef de rang. Et les mecs, ils captaient rien parce que c'était des gars, ils parlaient pas anglais, tu vois. Et donc en gros, t'as une interaction tout quand même en lunaire où en fait pendant 30 secondes, le client il te dit genre je peux avoir du sel en anglais au serveur qui capte pas. Et puis moi, à un moment, je suis là, genre, en fait, il veut juste du sel. Et puis là, je me fais convoquer au bureau parce que j'ai parlé. Enfin, les trucs quand même en lunaire, tu vois. Donc c'est ça, ce truc de la violence comme ça. Et puis en cuisine. Respecter la hiérarchie. Voilà. Toi, le chef de service. Alors qu'en fait, tu te dis, la priorité, moi, en tout cas, mon éducation. C'est servir. Bah, c'est ça. C'est que le client, il est le sel. On s'en fout de qui lui apporte. En fait. Et déjà, a priori, il aurait dû déjà l'avoir sur table. Déjà. Donc, première erreur. Mais
Et voilà, ça, c'est un écosystème de la viande. Et tu vois, par exemple, en cuisine, il y avait donc les mecs, ils étaient quand même en coquet. Enfin, c'était chaud. Franchement, c'était compliqué. Hein. Dans les saisons, c'est n'importe quoi. Tu vois, le rythme. Parce que les mecs, ils ont 4 mois pour faire l'argent. Et puis, tu bosses dans ces univers. Et donc, en fait, ils bossent midi et soir. Et puis, le soir, après, ils sont tellement fatigués qu'ils doivent décompresser. Ils sortent, ils vont en boîte, ils se démontent la tête, ils recommencent tous les jours. Et les mecs m'appelaient Petite Lunette quand j'entrais, tu vois. Et ça, en fait, c'est du harcèlement aussi, tu vois. Tu peux pas... Alors, c'était pas méchant, et c'était pas là... Mais bref, tout ça pour dire, on va pas s'éterniser là-dessus. Mais hyper traumatisant. Ouais, ou ça m'a juste... peut-être ça m'a juste traumatisé, tu vois. Je sais pas dans quelle mesure ça m'a... Mais dans le conseil que tu donnes maintenant dans les établissements, ça t'a forgé, déjà, tu apportes un conseil différent, justement, tu conseilles des méthodes différentes? Déjà, je choisis mes clients. Enfin, dans le sens, j'ai aucun client qui aurait une cuisine dans laquelle il se passerait ça, finalement. Pourtant, tu pourrais justement changer les choses. Alors, oui et non, parce qu'en fait, il y a un moment quand les mecs ils sont trop... Enfin, quand tu laisses avoir ce genre de comportement, c'est que toi, t'es pas du tout... Ouais. Et en fait, c'est comme si t'expliquais... C'est la direction de l'hôtel. Ouais, tu vois, tu peux pas... Il y a un dicton anglais qui dit... tu peux pas expliquer aux mouches pourquoi le miel... Enfin, why honey tastes better than shit. Enfin, en fait, si les mecs, ils laissent faire ça, c'est juste qu'on va pas perdre son temps à leur expliquer que tu peux pas le faire, tu vois. Ils sont trop loin. Moi, ça m'intéresse pas. En revanche, j'ai des clients, j'accompagne un chef qui est étoilé Michelin et qui est passé par une phase, ça fait 30 ans qu'il fait de la cuisine. Et effectivement, avant, il avait un comportement un peu plus dur en cuisine parce que c'était la normalité, finalement. Finalement. Exact. Et puis maintenant, il en est vachement revenu. Et puis lui-même en parle, tu vois. Lui-même dit qu'il travaille sur lui-même pour... Après, en même temps, la violence, elle vient aussi parce que c'est dur d'être en cuisine, tu vois. Tu bosses dans un truc qui fait 150 degrés, t'es debout toute la journée, t'as des cloques partout, tu te coupes, tu te brûles, c'est chaud, c'est froid. Le plat tout de suite. Tu vois? Du coup, en fait, il y a quand même un environnement de ça. Mais oui, je pense que ça nous a forgé. Après, les audits, c'est pas ce qu'on fait le plus, en réalité. On accompagne surtout, on prend par la main le porteur de projet sur tous les aspects auxquels il va être confronté. Donc les audits, on en fait quand on doit implémenter du changement, mais c'est souvent, tu vois, une demi-journée pour comprendre un peu comment ça fonctionne et dire, OK, là, t'as un problème ici, t'as un problème là. Généralement, on a des chefs qui, quand il y a un vrai chef en place, lui, il gère la partie vraiment cuisine. J'ai jamais dû faire, et en plus, j'ai pas les skills. Moi, je suis pas chef de cuisine, je suis pas executive chef, donc je peux faire des fiches techniques, je peux faire des coûts de revient à la marchandise, parce que ça, c'est des trucs que tu fais sur Excel, mais mettre en place des process, mais tu vois, de l'hygiène, par exemple, ça on peut faire. En revanche, je vais pas expliquer à un chef, tu vois, comment faire que ses plats aient meilleur goût. Ça, c'est ça nous... Ouais. L'hôtellerie, elle change aussi, je pense, par la manière dont on fait le service. On parlait un petit peu hier en préparation des robots qui t'amènent ta bouteille, qui t'amènent ton plat, de l'expérience client finalement qui change. Dans ces restaurants où tu commandes sur des tablettes et finalement tu demandes même plus conseil à un serveur, tu commandes juste ton plat et puis ça part, t'as un robot qui te l'apporte. Tu vois plus personne. Alors dans certains restaurants, tu me disais à Londres, là, un restaurant thaïlandais où tu vois les cuisiniers à travers la vitre, tu vois quand même un humain travailler au final, mais l'expérience à table, elle change complètement. Ouais. C'est quoi ta vision de ce que va devenir la restauration demain? Est-ce qu'on perd un peu l'âme? Alors, j'ai pas la prétention c'est vraiment juste basé sur mon expérience personnelle et puis ce que j'en pense. Je pense qu'il y a deux réponses à cette question. La première, c'est qu'on va pas toujours au restaurant pour les mêmes raisons. Et il y a un truc de convenience, enfin de nécessité, où en fait tu vas au resto parce que t'as besoin de manger. Et du coup, le midi, par exemple, dans ce contexte, t'as besoin que ça aille vite et de pas payer trop cher, parce que c'est ça quand même la réalité. Les gens veulent payer le moins cher possible et avoir le plus possible. Et donc, dans ce contexte, effectivement, d'avoir des robots qui débarrassent ou qui apportent les assiettes, pourquoi pas. Après, c'est jamais eux qui vont poser l'assiette jusqu'à la table. Donc, le dernier step, en fait, ça va quand même être un humain qui va le faire. Ça, moi, je suis pas nécessairement contre. De toute façon, c'est la réalité, c'est la nature, ça sert à rien d'être contre. Et je pense que le midi, où tu vois, dans des situations où t'es avec tes enfants et t'es un samedi après-midi, tu veux les occuper, eux, ça les fait marrer. Et puis, en fait, la nourriture est bonne et puis c'est pas trop cher. Je pense que c'est pas gênant. En revanche, y a quand même un truc où la restauration traditionnelle, les gens qui s'embêtent à vraiment proposer des choses hors du commun, qui te font vivre une émotion, ils auront jamais des robots, en tout cas, que tu verras dans leur salle. Après, il faut jamais dire jamais. Peut-être que un jour, ils en auront, mais je crois que c'est pas la même restauration. C'est pas la même approche. Et puis, tu cherches pas toujours à vivre une émotion. Parfois, tu veux juste te restaurer et c'est OK.
Mais je pense que dans la restauration, voilà, qui te fait vivre des choses, celle dont tu te souviens et celle pour laquelle tu es prêt à payer plus, et ben celle-ci, il y aura toujours de l'humain, il y aura, voilà, la technologie peut t'aider à faire des choses. Après, rien n'empêche que derrière, t'aies peut-être plus de machines qui t'aident. Tu vois, peut-être que t'as des robots qui font le ménage, ou peut-être que oui, ça, franchement, tant mieux. Et puis du coup, c'est vrai que la restauration, c'est un métier qui est pénible. Et peut-être que, à certains niveaux, donc si il y avait des machines qui remplaçaient les humains à certains postes pour leur éviter de faire les tâches reloues, peut-être que ce serait mieux pour tout le monde. Et puis du coup, ils seraient plus disposés à être cool avec les clients et vendre une expérience, tu vois. Qu'est-ce que tu regardes quand tu vas au resto, toi qui es du métier, Ouais. tu regardes plutôt la cuisine ou le service? C'est un peu ça, tu me disais, on a tous une appétence différente ou une sensibilité différente. Qu'est-ce que tu regardes en premier, toi, dans le resto? Pas moi, le service, parce que j'ai fait plus de services dans ma vie. Moi, j'ai jamais bossé en cuisine. J'ai bossé au contact de cuisinier, du coup, mais j'ai été en service. Je regarde, avant même de regarder l'expérience que moi j'ai, je regarde si le resto est plein, je regarde l'ambiance, je regarde la lumière, je regarde la musique. Je suis très sensible à ce genre de trucs. Et je suis pas du tout relou. Moins sur la cuisine elle-même, mais plus sur l'expérience, justement. Exact. Et alors, je suis exactement câblé comme toi. Moi, finalement, j'y vais pas spécialement pour la nourriture en elle-même. Donc, finalement, le chef étoilé, tout ça, c'est pas là où je vais habituellement. Par contre, je suis hyper sensible au service. Et le restaurant avec des robots, mais j'y arrive pas, quoi. Ouais, après, moi, j'ai jamais fait. Alors, j'étais à ce truc à Londres où effectivement le robot il est à côté du serveur avec les assiettes. En fait, j'étais avec mon neveu et ma nièce qui étaient quand même obsédés par ce truc. Alors, je trouvais ça rigolo, mais moi, ça m'a pas choqué plus que ça parce qu'en fait, il y avait quand même une personne qui nous faisait de la vente. De toute façon, ça sert à quoi d'être choqué? Enfin, même si on est choqué, en réalité. Pas choqué, mais c'est vrai que j'ai pas envie d'aller dans ces restos-là. Ouais. Là, pour le coup, ils perdent un client, ils gagnent peut-être d'autres. Mais tu dis, il y avait un serveur à côté des robots. Ça, c'est pas partout, parce qu'il y a quand même des restaurants où le robot remplace le porteur d'assiette, on va dire. Ouais. Et tu me disais l'autre jour, on peut remplacer le porteur d'assiette par un robot, mais il y a toute la partie conseil. C'est pas un serveur, c'est pas juste un porteur d'assiette. Ouais. Sauf que quand on a remplacé la partie porteur d'assiette, on a remplacé, je sais pas, peut-être 60-70% de son boulot. Pourquoi payer les 30% restants? D'ailleurs, on vire la personne, terminé, on laisse que le robot, quoi. Ouais. Puis pour le conseil. Et là, on perd un truc, quoi. Ouais. Après, tu vois, ça dépend, parce que le resto dont tu me parlais, où t'as été et t'as commandé sur iPad, et puis voilà, le produit était très spécifique. C'était de la nourriture asiatique, il me semble. Et puis du coup... C'est le Royal Châtelaine dernier. Voilà, ça. Mais du coup, tu veux... l'expérience, elle est différente. Ton attente, elle est différente en tant que client. Tu veux manger... C'est un buffet à volonté, plus ou moins. Donc, en fait, t'es beaucoup moins sensible à la qualité gustative, etc. Tu veux juste en avoir pour ton argent, en fait, et en avoir beaucoup. Donc, en fait, ça t'amuse. L'expérience, elle est amusante et ils capitalisent un peu sur l'amusement et le divertissement. Versus, là, le restaurant dont je parle à Londres s'appelle Din Tai Fung, où c'est une grosse chaîne taïwanaise. Et à Londres, en l'occurrence, c'est immense. Le truc, ils font 500 couverts, si tu veux. Et je trouve que là, ils utilisent hyper bien la technologie parce que t'as un robot, t'en as pas 10. Tu vois, le truc, il fait 2000 mètres carrés, c'est vraiment immense, qui traverse la salle et que ça va plus vite. Et pour avoir été commis et au runner, tu vois, le gars qui porte les assiettes de la cuisine jusqu'à la salle et juste tu vas tenir le plateau, finalement. Moi, si j'étais aujourd'hui stagiaire au Cheval Blanc et qu'on avait eu un petit robot comme ça, peut-être que ma vie aurait été vachement plus agréable parce qu'en fait... stagiaire. Ouais, ou en tout cas, peut-être que j'aurais fait du service ou de la vente, tu vois, un peu plus du commercial parce que tu peux prendre plus de temps avec le client. Si la cuisine, tu sais, quand ça fait ding, 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 là, parce que t'entends que la cuisine appelle un serveur pour débarrasser les plats, pour qu'ils restent chauds, en fait, tu dois vite couper court à la discussion avec la table, tu vois. Tu peux pas continuer à leur dire que le poulet, il vient de la ferme de Jussy. Alors, en l'occurrence, au Royal Vernier, je crois pas que le poulet, il vienne de la ferme de Jussy, donc de toute façon, il t'aurait pas expliqué ça pendant 3 heures. Mais, ouais. Après, je sais pas, c'est tellement difficile à dire. Si on revient un petit peu sur l'entrepreneuriat. Ouais. T'as parlé tout à l'heure de liberté quand tu parlais de ton papa. Ouais. On est libre quand on est entrepreneur? Alors non. Au contraire. Tu m'as dit un truc, je te quote. Parfois, vaut mieux un patron que des clients. Ouais, clairement. Explique-moi un peu là. Ouais, je pense que les gens qui pensent qu'ils devraient se mettre à leur compte pour pouvoir partir en vacances autant qu'ils veulent et puis du coup avoir leur propre planning,
Je pense qu'ils se mettent vraiment le doigt dans l'œil très profondément. C'est ce qu'on voit des patrons, des entrepreneurs, Ouais. c'est ce qu'on se dit, quoi, mais c'est pas la réalité du terrain. Alors vraiment pas. Enfin, je sais pas quelle est ta réalité. Et si t'as trouvé une clé, tu me la partages volontiers. Mais non, moi je trouve que déjà c'est hardcore l'entrepreneuriat. Moi je te dis, ça m'est un peu tombé dessus et j'avais pas vraiment. Enfin, si je pouvais faire, en fait, genre la vérité, ça va pas rester entre nous en l'occurrence, mais j'envie un peu mes employés parce qu'en fait eux ou elles font ce que je fais au quotidien parce qu'elles sont payées pour ça, tu vois. Et en fait, elles ont un taf et puis c'est sécurisé plus ou moins, tu vois. Bon voilà. Et moi, 19h à le faire, mais elles sont libres. Ouais, alors elles sont, Dieu merci, hyper proactives. Tu vois, elles répondent aussi à des messages de week-end quand les clients parce qu'on est dans une industrie quand même qui est non-stop. Et puis en l'occurrence, on a aussi des établissements de nuit. Bon, eux, les filles sont moins sollicitées la nuit, mais elles sont toujours très réactives. Et mais ce qui est sûr, c'est que voilà, elles font ce que je fais, mais c'est leur job. Et puis du coup, à la fin de la journée, voilà, moi, mes patrons, c'est les clients, tu vois. Donc en fait, et surtout le fait d'en avoir plusieurs et beaucoup, ça fait qu'en fait, t'as jamais fini. T'as plein de patrons. Ouais. C'est horrible. T'as plein de patrons. Et avec leur personnalité, avec leur problématique, et puis on reste quand même externe, on n'est pas dans leurs entreprises, donc en fait, il y a des changements, et du coup, tout d'un coup, ton interlocuteur, c'est plus le même. Et donc, je crois pas que la liberté, ce soit le terme. En revanche, je suis libre de mes décisions et de mes choix, même si parfois je les regrette. Je peux m'en prendre un peu à personne. C'est-à-dire que c'est moi qui décide, on y va pas. On y va comme ça, avec cette proposition, avec ce prix, avec cette offre. Et ouais, ça c'est complexe, ouais. C'est très complexe. T'as plein de patrons. Ouais. Plein de charges, plein de responsabilités, plein de clients. Ouais. Et puis, tu t'es rajouté un truc sur le dos, une boîte de nuit. Ouais. Pourquoi ? Je suis une malade. Pourquoi une boîte de nuit ? C'est de l'adrénaline, c'est l'envie de sortir chez toi, finalement, de sortir en boîte, dans ma boîte. Non, c'est tout. De créer une expérience que tu idéalises de la boîte de nuit et de pouvoir avoir un impact sur le lieu ou... Non, en fait, je l'ai pas du tout cherché, ce truc, pour le coup. Alors, vraiment pas. En fait, j'ai rencontré mon associé du club à travers Malipa, en fait. J'étais c'est chez Jean-Luc. Chez Jean-Luc, en vieille ville. En vieille ville, exactement. À Bel Air. En fait, parfois, je travaille avec des associés. Donc, j'ai un gars, notamment, qui s'appelle Philippe, qui est un mec que j'aime beaucoup, qui est beaucoup plus âgé que moi, et qui a une boîte de conseil un peu comme la mienne. Sauf que lui, il est tout seul et il mandate des associés par mission. Donc, on n'a pas le même business model. Moi, je préfère avoir des employés malgré les impacts que ça a sur la trésorerie. Mais comme ça, au moins, dès qu'il y a quelque chose de nouveau qui arrive, bam, on arrive et on peut dérouler. Et lui, voilà, il travaille avec des associés ponctuels dont je fais partie. Et donc, on avait bossé dans pas mal de missions ensemble. Et il me dit un jour, tiens, il y a un musée, une fondation qui veut ouvrir un resto. Moi, j'ai déjà rencontré, je pense qu'ils sont chauds, voilà le devis, tu peux aller les voir pour vendre le truc. Je suis genre, ok, donc je débarque dans une étude d'avocat, et là, je vois mon futur associé, je sais pas à l'époque que c'est mon associé, et puis 5 autres personnes, et puis moi, je débarque, tu me vois là, donc petite... j'arrive, je pose mon truc, je fais ma mission de vente, ça se passe très bien, et le président, du coup, de la fondation de ce musée, mon futur associé, m'enchaîne un peu, me pose 1000 questions et tout, et quand on finit le rendez-vous, il me raccompagne et il me dit, écoutez, j'aime beaucoup votre énergie, j'ai un autre projet, je peux vous en parler. Je dis ouais, il me dit bah voilà, j'ai une boîte de nuit, ça s'appelle Chez Jean-Luc, et j'aimerais bien, je cherche quelqu'un pour bosser avec moi et tout. Donc moi je me suis dit, je vois des dollars à la place des yeux, en mode ok, ça va être mon client, je vais le rincer quoi, le gars. Et donc il me dit on peut se revoir et tout, donc on fait un meeting, machin, et je lui dis ok, bah tiens, vas-y, moi pour ce prix-là, t'inquiète, je te mets ton truc en place et tout. Et il me dit non, en fait moi je veux qu'on s'associe parce que j'en ai marre qu'on m'explique que d'avoir des gens qui mettent en place des choses et qui prennent pas les responsabilités financières derrière. Je veux un ou une associée ou... Et je dis, ok, bon, bah, merci, ciao. Bon après-midi, moi, c'est bon. Genre, tu sortais déjà un peu à l'époque ou... Pas du tout. Enfin, j'allais au resto, j'allais boire des verres, mais tu vois, quand je rentrais à 2h du matin, c'était vraiment, c'était le max. Et puis, ça a duré 3 mois, la petite histoire, où je me suis fait draguer professionnellement. Enfin, genre, vraiment, il m'invitait à dîner, machin et tout. Et à un moment, je dis, bon, allez, vas-y, tu sais quoi. Genre, ok. Genre, en fait, pas tu m'as saoulé, mais genre, vas-y, c'est bon, arrête de me fatiguer, genre, on va le faire. Et donc, je débarque dans ce truc que je fréquentais pas. D'ailleurs, c'est drôle parce que quand j'ai repris, j'y suis allée 3 fois avec
une pote, la même pote, pour voir un peu. Et donc j'arrive la première fois et je suis accueillie par Illy, qui bosse toujours avec moi aujourd'hui, et qui était très sympa. Et c'était vide, mais genre vide et un peu glauque, tu vois. Et ma pote, elle me dit, mais t'es sûre et tout, tu te chauffes quand même. J'étais, ouais, je sais pas, genre, je le sens. Je fais, ok. Et puis surtout la deuxième fois, genre une semaine après, rebelote, vide, et genre glauque et tout, enfin vraiment pas cool. Et puis bref, et puis après, voilà, donc là c'était il y a 2 ans. Et pourquoi j'ai dit oui, je sais pas, genre, effectivement, je crois que l'opportunité. T'as Comment 2 soirées où c'est vide, c'est quand même 2 belles alertes quand même. Ouais, mais écoute, aujourd'hui je regrette pas parce que maintenant on est. C'est plein. Bah, je te laisse demander à des gens qui sont pas loin, mais ouais, non, c'est cool, ça marche bien maintenant, tu vois, je crois que j'avais deux enjeux. Le premier, c'est que j'ai un truc avec les opportunités, où genre, je pense qu'on crée sa chance et on crée son destin, et puis quand il y a quelque chose qui se présente, alors, il faut le saisir. Après, c'est pas pour autant que tu vas devenir... ça dépend quels sont les indicateurs de succès, finalement, de la chose. Est-ce que c'est l'apprentissage? Ça, alors, je suis très, très successful si c'est l'apprentissage, l'indicateur. En revanche, si c'est l'argent, si c'est le profit, ça peut-être pas encore. Je suis pas encore arrivée, mais ouais, il y avait surtout d'opportunités. Je voulais pas passer à côté. Un truc aussi où je voulais pas que quelqu'un d'autre y arrive. Enfin, je veux dire... Alors, pardon, c'est un peu bizarre ce que je viens de dire. Ouais. J'ai beaucoup d'admiration et de respect pour tous les gens, pour tout ce qu'ils font. Et puis, je suis très admirative de énormément d'entrepreneurs, surtout dans ce milieu-là. Mais je me suis dit, si on me le propose, c'est que je peux le faire. Et donc, la question, c'est pas est-ce qu'on le fait ou on le fait pas, c'est comment on le fait. Et du coup, viens, on se creuse la tête et puis on active un peu le réseau pour y arriver. C'est la première chose. Et la deuxième chose, c'est que un des éléments qui revenait parfois chez Malipa, c'est qu'on me disait... Non, mais de toute façon, des gens qui signaient pas nécessairement, tu vois, ils me disaient, non, mais en fait, en gros, t'es gentil, mais toi, t'as pas d'établissement, donc genre, reste tranquille, tu vois. Et du coup, je me suis dit, tiens... Ça va servir aussi Malipa, du coup. Voilà. Et du coup, voilà. Et donc, en fait, alors, effectivement, c'est très intense d'avoir un établissement de nuit, déjà parce que c'est... Moi, je l'ai pris sous l'angle de l'hospitalité, du F&B, vraiment de la restauration. Et puis, quand j'étais à Shanghai, je gérais déjà des bars. Donc tout ce que, et c'est drôle comme le temps, tu peux freeze des compétences et des pratiques, et ça te revient instantanément. C'est-à-dire que quand je me suis retrouvée chez Jean-Luc au début pendant 3 mois, je faisais que observer. Déjà, toute l'équipe, ils se méfiaient de moi parce qu'ils avaient jamais entendu parler de moi, ils savaient pas qui j'étais. Franchement, ils étaient hardcore avec moi. C'était vraiment, je me suis fait un peu vicose. Je me suis sentie comme à l'époque du cheval blanc. Bon, ils étaient moins vénères quand même, ils étaient plus rigolos. Ouais, déjà, ça buvait les choses. C'est quoi, déjà. Ouais, mais en fait, au début, je sais pas, genre, je la ramenais pas trop. Je suis assez, je peux être assez discrète comme personne. Et puis, du coup, tu vois, genre, je ramassais les poubelles, je leur ramenais les glaçons, j'étais juste là et voilà. Et au début, je restais pas très longtemps parce que la déformation professionnelle de l'hospitalité, c'est que dans la restauration, même dans le bar, c'est jamais le bordel. En fait, les gens, ils sont quand même assis, et puis même un bar, finalement, à 2h du matin, c'est fini. Et là, chez Jean-Luc, ça ferme à 5h. Bon, à l'époque, on fermait à 4h. Et on ouvrait à 23h. Là, aujourd'hui, c'est 21h à 5h. Mais à un moment, genre vers 1h, 1h30, ça commence à être rempli. Il fait chaud. Les gens, tu vois, c'est la nature de l'activité, de la nuit. Et moi, en gros, plus le temps passait et plus je vrillais, tu vois. Donc, mon équipe, j'étais là, genre, mais ramassez les verres, il y a des trucs là, c'est pas bien, non. Et un jour, Illy, justement, me dit, Rebecca, en fait, je t'explique, là, ça va partir. Et puis c'est cool en fait, c'est ça que les gens veulent et ça veut dire que c'est une bonne soirée. Donc t'as 2 options, soit tu bois un verre et puis tu restes et puis t'arrêtes de me casser les couilles, ou alors tu rentres chez toi. Et donc pendant 3 mois, je rentrais chez moi parce que j'arrivais pas à... Et puis là maintenant, c'est bon, j'ai compris comment ça fonctionne. Mais du coup voilà. C'est quelle clientèle aujourd'hui qui sort dans les boîtes? Parce que finalement depuis le Covid, on dit les jeunes ils sortent plus. C'est vrai, on le voit, il n'y a plus beaucoup de jeunes qui sortent. Finalement, c'est des trentenaires, quarantenaires qui sortent ou... Ouais, des gens, nous, on a des clients. Alors, jeunes, effectivement, nous, de toute façon, on n'a jamais été une boîte pour les gens très jeunes. Chez Jean-Luc, ça existe depuis 60 ans. C'est un peu une institution plutôt d'after et tout. Mais c'est plus le cas aujourd'hui. On n'est plus du tout une boîte d'after. On n'a pas du tout les très jeunes. Et effectivement, tant mieux pour nous parce qu'ils sortent plus tant que ça. Et surtout, quand ils sortent, ils boivent pas beaucoup d'alcool. Bon, ils prennent pas mal de drogue, mais du coup, ils boivent pas beaucoup d'alcool. Voilà, exactement. Et du coup, notre cible, c'est plutôt 27-45 ans. Même 50 ans, il y a des gens plus âgés qui viennent, ça dépend des soirées aussi. On a un truc très électro. Après, mon DJ résident, David Armada, lui, il a 50 ans. Donc, il a une crowd aussi qui a un peu cet âge-là, même si ses potes sortent pas tous les week-ends.
on a quand même pas mal cette clientèle-là. Mais c'est très éclectique. On a vraiment des profils différents. Et c'est vrai que de toute façon, les gens consomment moins d'alcool par rapport à avant. Alors, tant mieux pour la santé publique, et j'imagine un peu plus relou pour mon chiffre d'affaires. Mais d'un autre côté, on a d'autres leviers. Il y a aussi, on organise différentes soirées. On fait pas mal de dîners où, en fait, on fait venir un pianiste qui chante, qui fait danser tout le monde en même temps. On sert un repas. Donc, on essaie de se diversifier pour toucher aussi d'autres clientèles selon les concepts de soirée. Mais c'est vrai que les jeunes sortent moins, ouais. Crans Montana. Ouais. J'ai perdu le nom du... Constellation. De Constellation. Ouais. Ça fait peur? Ouais. Tu me disais, on fume plus, on n'utilise plus de bougies, donc finalement, le feu, on n'y pense même pas. Ouais. Ça veut dire quoi? C'est-à-dire que c'est un accident qui aurait pu arriver n'importe où? Ouais. Alors, nous, ce que je sais, moi, j'ai une passion dévorante pour les bougies, mais qui est très frustrante aujourd'hui parce qu'on n'en a plus, on les a quand même enlevées. Mais je trouve que ça crée vraiment un truc incroyable. Et puis, en fait, quand c'est dans des petits photophores, on peut partir du principe que ça craint rien. Et en fait, alors, je dirais pas que ça peut arriver n'importe où parce que eux, ils ont quand même cumulé un certain nombre de trucs, enfin, notamment la mousse là au plafond. Après, je pense pas qu'il faille rentrer dans les détails parce que t'as respect pour les victimes et puis pour le drame qui est arrivé. Mais en tout cas, nous, déjà, moi, j'ai découvert ça le 2 janvier parce qu'on a fait une énorme soirée le 31 décembre en collaboration avec l'audio. Et donc, moi, le 1er janvier, déjà, je suis rentrée chez moi, il était 14h et du coup, j'ai pas réalisé ça avant le 2 janvier. Et ça nous a beaucoup fait réfléchir où tout de suite, on a mis en place des trucs chez Jean-Luc. Alors, on était déjà en règle dans le sens où on avait des extincteurs, on avait des sorties de secours, on n'avait pas de mousse au plafond, on fait pas rentrer des gens qui ont pas 18 ans. De toute façon, c'est pas notre clientèle, comme je te disais tout à l'heure. Mais effectivement, tout de suite, on en a parlé avec mon associé et puis on a mis en place un peu des formations avec le staff. On a nommé un responsable de sécurité chaque soir, en fait. On a fait réviser tous les extincteurs, les sorties de secours. Enfin, on a beaucoup travaillé là-dessus. C'était un peu un wake-up call pour beaucoup de gens, je crois. En tout cas, pour moi. Disais, typiquement, les sorties de secours, on y met vite une petite table devant, comme ça on fait un service en plus à cet endroit-là ou Alors nous, elle est cachée en cuisine, la sortie de secours, les 2 sorties, et c'est pas, on stockait plutôt des caisses ou des cartons, ouais, exactement. Donc quelque part, le marché de la boîte de nuit aussi, je pense il a quand même pas mal chuté depuis le Covid. Ouais, alors je sais pas, j'avais pas avant, mais oui. C'est un marché qui est quand même sous pression. Il faut arriver à faire du chiffre. C'est quand même le but d'une discothèque, c'est de vendre de l'alcool au final. Ouais. C'est pas juste de passer de la musique. Donc, on bourre de plus en plus de gens dedans. On prend des mineurs s'il y a besoin de bourrer encore plus de monde. On crée des espaces toujours un peu plus grands, quitte à penser un petit peu la sortie de secours. Enfin, c'est quelque part un marché qui pousse à ça. Je veux pas décharger évidemment les patrons du Constellation parce que c'est pas le but, mais quelque part il y a beaucoup d'établissements chez qui ça aurait certainement pu arriver parce qu'il y a une petite erreur à un endroit qui fait qu'un accident peut se produire. Alors oui, tu disais eux ils ont quand même cumulé les erreurs, ils ont bien travaillé pour ça, mais une erreur bête finalement peut arriver aussi à un drame comme ça. Voilà. Et donc l'accident finalement fait réfléchir et puis te fait changer tes process, ton organisation. Qu'est-ce que ça fait finalement à partir du janvier? T'as formé les gens, t'as dit? Ouais, mais je veux juste revenir sur un truc que tu dis, c'est que je crois pas que ce soit l'industrie qui fait que les gens sont plus ou moins rigoureux. Il y a un truc, c'est que quand t'es entrepreneur et quand tu dois en fait, t'as un truc un peu éthique où humainement, la question se pose à un moment ou à un autre de prendre un raccourci ou non. Et je crois pas que ce soit l'industrie qui fasse que tu prends des raccourcis ou pas. Je crois que c'est un truc aussi très personnel, très, tu vois, où genre, en fait, parce que le choix t'appartient toujours. Enfin, nous, par exemple, on n'a jamais blindé le club parce qu'en fait, j'ai pas envie que les clients soient comme des sardines. Et ça, c'est un truc indépendamment de la sécurité. C'est juste un truc d'expérience client. Moi, je suis obsédée de expérience client et de service. Et du coup, c'est ça qui coûte aussi très cher parce que du coup, j'ai beaucoup de staff, je mets en place plein de trucs qui coûtent cher et du coup, je compense. Les gens consomment moins d'alcool, ok, je leur vends des événements, tu vois, des trucs un peu avec des goodies, avec des trucs où ils payent peut-être un peu plus cher, mais du coup, il se passe quelque chose. Donc, je crois, effectivement, dans l'industrie, tu dois faire de l'argent et peut-être que tu prends des raccourcis, mais tu vois, t'as un truc où en fait, t'as de la sécurité, si tu veux faire les choses bien, tu peux faire les choses bien. Et même si t'as de la pression de faire plus de marge, peut-être que tu vas effectivement, dans un resto, acheter de la matière première qui est peut-être un peu moins bio, un peu moins faite à Genève, peut-être un peu moins chère, mais
ça t'appartient en tant que... Parce que tu dis, c'est l'obsession du dirigeant qui va driver un petit peu la plupart des choses que tu mets en place. Voilà. Si ton obsession, c'est l'expérience client, tu vas prendre des décisions d'une certaine direction. Si ton obsession, c'est le résultat financier, exactement. Tu vas sûrement prendre des mauvaises exactement. décisions. Exactement. Et je pense que c'est ça qu'ils ont fait eux. Et puis après, ça en dit aussi juste sur la personnalité du dirigeant. Mais donc, ce qu'on a mis en place, c'était ça ta question, voilà, c'était de la formation du staff, revoir un peu que tout fonctionne comme il faut, dégager les issues de secours, on a réaménagé un tout petit peu l'arrière. Et voilà, après, c'est pas très compliqué, en fait. Et du coup, je pense que peut-être que plutôt qu'il y ait des drames comme ça pour nous rappeler l'importance de ce genre d'action, peut-être que c'est aussi, tu vois, à l'État d'envoyer des courriers, de dire, OK, il y aura cette semaine une campagne de vérification, de contrôle. Enfin, voilà, peut-être que c'est ça qui aiderait aussi. Ouais. En tout cas, merci de ton honnêteté de dire avant, c'était pas parfait, on a fait le ménage ici chez nous. Ouais. Puis j'espère que ça aura servi, malheureusement, à pas mal d'autres établissements. Ouais. On parle un peu de ton podcast. Ah bah si tu veux, avec plaisir. Qui vive. Ouais. C'est quoi ton but? Pourquoi tu fais ça en plus de tout le reste? Non, parce que je veux dire, tu bosses la journée à conseiller d'établissement, tu bosses la nuit dans une discothèque. Non, mais là, alors... Et puis il restait encore un peu de temps à caser pour un podcast. Alors déjà, je bosse pas tant que ça la nuit. Je passe le jeudi et effectivement, bon, j'y suis un peu le vendredi et le samedi, mais c'est pas tout le temps. Enfin, en tout cas, plus maintenant. Au début, oui. Non, le podcast, en fait, c'est venu suite à passer un peu de temps dans la nuit, où j'ai rencontré beaucoup de gens qui ont des profils très différents des gens que je rencontre la journée avec Malipa. Et on a des discussions parfois hyper intéressantes. Et je me dis que ces gens-là méritent d'être un peu plus mis en lumière. Par exemple, tu vois, un ingé son qui bosse à l'audio, par exemple, dans un énorme club, lui, je trouve que parfois il te raconte des trucs et t'es là, genre, OK, en fait, c'est fou de réaliser que le fait que, tu sais, quand t'es un DJ qui mixe, un gros DJ que t'as payé assez cher, et si la lumière au moment de la performance, elle est pas hyper bien réglée et puis c'est pas sur le drop que t'as la lumière, en fait, l'expérience pour les clients, elle est beaucoup moins bien. Et ça, en fait, en tant que client, tu réalises même pas. Tu vois juste que ça... Oui, tu ressens un truc bizarre. Voilà. Finalement, c'était pas si bien que ça. Et du coup, moi, c'est ça, mon délire. C'est de mettre en lumière ces gens-là. Et aussi, j'aime bien écouter les histoires. Et puis, bon, je suis un peu addict à la dopamine. Genre, j'ai besoin qu'il se passe toujours des trucs. J'ai besoin de ça. Après, c'était aussi un enjeu un peu de marketing aussi, peut-être, tu vois, pour Malipa, pour montrer un peu ce qu'on fait. Mais c'est très... C'est un projet un peu plaisir pour moi. C'est un peu le cadeau que je me fais. C'est exactement pour ça que je suis à la table de Seb. Bah voilà. Ouais, finalement, c'est rencontrer des gens intéressants. Ouais, et juste le kiff de pouvoir partager un moment. Après ouais, ça reste du temps, tu vois. Et puis c'est du temps que tu passes pas à vendre des prestats ou à faire ton admin. Mais c'est ça qui fait aussi que tu tiens, je trouve, sur la durée. Quand tu interviews les DJ, des chefs, pas que la nuit, en fait. Non, pas que la nuit. Non, c'est pas le moment de l'année, c'est l'hospitalité en général. Voilà. Donc, aussi bien des chefs, des DJ, quel type d'autres profils, des traiteurs, des fournisseurs, par exemple. Là, j'ai interviewé Quentin, qui produit les spiritueux luxe. LVX fait du gin, de la vodka. C'est aussi un très bon copain. On est le premier club au monde à avoir mis son gin genevois à l'averse. Donc voilà, on est assez copains. Et puis moi, j'aimais bien... c'est intéressant. Il bossait dans la banque avant, Quentin, tu vois. Et puis là, tout d'un coup, il commence à distiller du gin. Et ça fait 5 ans et ça marche hyper bien. Et là, il a mis ses bouteilles à l'aéroport. Enfin, tu vois. Donc moi, j'aime bien ce genre d'ambiance. J'ai interviewé une amie qui a des restos thaïlandais, justement. Soy, Swahoy, Satu, Sandrine. Et voilà, enfin bref, j'aime bien. Après, ça fait pas très longtemps. J'ai commencé en novembre. J'ai diffusé 3 épisodes, là, pour l'instant. Alors, j'ai interviewé Tancredi Pascal, le patron de Jaya Prosecco, qui fait un Prosecco premium. OK. Je te le conseille pour ton établissement. Ça marche. Et je te conseille à interviewer aussi. Merci. Qu'est-ce que tu leur poses comme question, en fait? Qu'est-ce que tu vas chercher? C'est un DJ ou un chef, c'est quelqu'un qui est un peu solitaire, non? Il est dans des positions où il doit penser son menu seul, il doit penser son animation seul. Ouais. C'est de casser un peu cette solitude ou qu'est-ce que tu vas chercher dans ton podcast? C'est marrant que tu compares les DJ et les chefs parce que un truc que je me suis dit, c'est que c'est un peu, ils ont la même approche parce qu'ils ont des produits bruts. Donc le chef, il va avoir des légumes, des fruits, de la viande, et puis un DJ, il va avoir des tracks. Et ensuite, ils vont les travailler, mélanger pour proposer une expérience client qui va créer une émotion. Et aussi bien le DJ que le chef, finalement, c'est ça leur enjeu. Donc, c'est d'être à la fois assez créatif et fort pour pouvoir proposer un truc unique,
qui s'est jamais vu, mais en même temps, ça doit être bon et ça doit répondre aux attentes un peu du client. Donc, je trouve que ça, c'est intéressant de pouvoir les comparer. Et moi, ce qui m'intéresse, c'est pas tellement la solitude, c'est plutôt la partie un peu émotionnelle qui se cache derrière. Tu vois, par exemple, je demande à un DJ, qu'est-ce que tu ressens quand t'es derrière les platines? Genre, il se passe quoi en toi, tu vois? Et puis, un chef, je lui ai demandé, ouais, où est-ce que tu t'inspires? Comment tu fais pour te renouveler systématiquement? Tu vois, il y a un chef, Serge Labrosse, il est chef depuis 30 ans, il a La Chaumière, donc un restaurant étoilé à Trônay, depuis 10 ans. Et il a le Rotary Club qui vient manger toutes les semaines. Et ils n'ont jamais mangé le même entrée, le même plat, le même dessert en 10 ans. C'est ouf. C'est ouf. Jamais. Et donc, comment tu fais pour te... Alors lui, j'ai pas encore interviewé, mais on en a parlé. Idéal. Voilà. Paye Indias de faire le menu à la maison pour une semaine, bah alors là, ouais, c'est ça. différent tous les jours sur 10 ans. Donc voilà, non, j'aime bien juste avoir un peu... Je suis juste curieuse, en fait, par nature. Et puis, j'aime bien mettre en lumière. Et puis, je trouve que, voilà, à Genève, c'est dur, tu vois. C'est pas facile d'être entrepreneur, d'être indépendant, de porter ses activités. Et je trouve que d'avoir, de temps en temps, une bouffée d'air frais, de la visibilité un peu gratos, juste de partager. Et puis aussi, pour les gens, je trouve que c'est cool de pouvoir découvrir ce qui se passe derrière les coulisses, tu vois. Et puis, c'est des noms que tu connais, des établissements qui sont connus. Donc, voilà. Après, j'ai pas vocation à devenir un podcast ultra connu. Moi, je fais ça pour moi et puis pour les copains. Et puis, en fait, le premier épisode que j'ai fait, c'est une amie qui m'a interviewé moi. Et en fait, je crois que je voulais que mes parents comprennent la vie que je mène parce qu'ils comprennent pas trop et j'ai du mal à leur expliquer. Donc, c'est assez personnel, en fait, comme exercice. Je crois que c'est... Ouais. Ils comprennent pas ce que tu fais, mais ils sont fiers quand même? Bah, je crois, ouais. Ils me prennent un peu pour une folle. Après, je leur raconte pas tout parce que ça les ferait un peu stresser, je crois. Mais, et c'est drôle parce qu'une de mes sœurs, elle a un job très, très corporate. Et puis, tu vois, elle... 9h à 17h, à 17h03, elle est partie. Si tu veux, tout peut être en feu. Elle en a rien à foutre. Elle est vraiment partie. Et moi, je suis complètement l'inverse. Et du coup, c'est vrai que parfois, elle me dit, oh là là, mais j'en peux plus, je suis épuisée. Vivement demain, je suis en télétravail, machin. T'es là, en fait, waouh, on est complètement dans des galaxies différentes. Et tu vois, c'est marrant parce que les enfants, on a été élevés pareil. Enfin, on a les mêmes gènes. A priori, on devrait être similaires, mais on l'est pas. Ton conseil à une jeune comme toi une jeune comme t'étais quand t'as fait l'EHL, tu lui conseilles quoi? Quelle branche, quel avenir? Je lui conseillerais de se rencontrer elle-même déjà, le plus vite possible, de comprendre ce qui la rend heureuse très vite et ensuite de trouver un secteur qui l'anime, mais un truc vraiment profond, tu vois, un truc de flamme que t'as, parce que quoi qu'on fasse dans la branche qu'elle trouvera, finalement, c'est d'être dans l'environnement qui te plaît, qui est cool. Peu importe ce que tu fais, au final. Et c'est aussi avec les gens avec qui tu bosses. Je lui dirais aussi de se méfier et de faire confiance à son instinct. Tu vois, il y a des gens, il faut pas aller bosser avec eux. Il y a des comportements qui sont pas du tout OK et il faut pas les accepter. Et quand il y a un doute, il y a pas de doute, faut partir. Ouais, tu vois, un truc très un peu animal comme ça. Et pour se retrouver, pour se sentir et savoir ce qu'on va faire, faut faire quoi? Faut multiplier les expériences, multiplier les stages. Mais je pense qu'il faut se retrouver seul. Il faut partir. Il faut partir loin. Enfin, c'est ce que j'ai fait, tu vois. J'étais déjà quand je suis arrivée à Lausanne. C'était l'aventure, tu vois. Même si ça a 4 heures de train de Paris. Enfin, pendant 1 an, quand je rentrais à Paris, je pleurais systématiquement. 3 heures dans le train, le Paris-Lausanne du dimanche soir, il était vénère, tu vois. Et ça forge. Enfin, tu vois, tu te dis, en fait, quand tu te retrouves tout seul, quand t'as plus tes parents qui sont là à te dire, voilà, mange ça, fais ci, fais ça. Même si t'as déjà 18 ans, tu vois, t'es majeur officiellement, mais tu grandis vraiment à ce moment-là, quoi. Bah ouais, en fait. Et surtout, tu te poses la question de, en fait, je veux quoi? En fait, qu'est-ce que j'aime? Tu vois, le week-end, t'es là, personne te force à faire quoi que ce soit. T'as envie de faire quoi? T'as envie d'aller au musée? T'as envie d'aller manger? T'as envie d'aller, enfin voilà. Et c'est là où tu te rends compte, après quand t'es en Chine, c'est encore plus violent parce que du coup là t'es confronté à des cultures complètement différentes et puis du coup qu'est-ce que tu prends d'une culture ou de l'autre? Et je crois que c'est là où tu te rends compte. Après je pense aussi que tu te découvres au fur et à mesure et l'entrepreneuriat c'est une aventure de chaque instant pour savoir qui t'es et changer. Je crois qu'il y a un truc aussi où tu peux changer quand tu veux. Enfin tu vois, t'as pas besoin d'attendre le 31 décembre ou le nouvel an chinois, enfin même si c'est un peu un truc où genre un peu spirituel où tu dis allez ça y est j'ai des bonnes résolutions. Je pense que tu peux littéralement changer d'une minute à l'autre et puis tu peux décider de mettre en place des trucs dans ta vie tout de suite. Mais peut-être là la vraie liberté de l'entrepreneur finalement, c'est que
T'as plein de patrons qui sont tous tes clients. Ouais. T'as pas une grande liberté sur toutes les missions que tu fais. Tu dois répondre à tes clients, mais finalement, ta société, tu l'orientes vers là où tu veux, et c'est ça ta vraie liberté au final. Ouais, exactement. Mais la responsabilité envers les employés, elle est tellement forte que parfois c'est ça aussi qui fait le pilotage. Et je crois que et c'est ça mon enjeu, moi, principal aujourd'hui. Et puis hier, tu me demandais comment j'ai fait, si c'était dur pour moi de me lancer, d'avoir mon premier client. En fait, c'est beaucoup plus dur aujourd'hui qu'au début. Parce qu'au début, j'étais toute seule déjà. Et puis, en fait, les clients venaient les uns après les autres. Et d'avoir les clients, c'est jamais été ça vraiment le problème. Alors, je ne trouve pas que ça continue, mais c'est plus le pilotage, tu vois, de l'entreprise. C'est plus le côté faire mon taf, à savoir conseiller des gens sur les différents aspects. En même temps, trouver les clients, faire le commercial. Et après, tout le pilotage, gérer la boîte. Les employés, j'ai beaucoup de chance aujourd'hui. J'ai une super équipe. Mais il y a eu des moments où c'était plus compliqué. Tu vois, j'ai encore du mal à prendre des décisions difficiles, tu vois, de licencier quelqu'un, par exemple. Pour moi, c'est genre un truc dramatique qui vraiment est un dernier recours. Et je vais préférer me mettre moi en danger, financièrement, mais vraiment en danger, genre zone rouge, plutôt que d'avoir... Parce qu'en fait, je me dis toujours que c'est moi qui ai fait de la merde. Si l'employé, je dois le licencier, c'est parce que c'est de ma faute. Et ça, c'est un truc judéo-chrétien vraiment à la con dont j'essaie de me détacher. Mais tu vois, cette éducation-là de good girl, de genre non, sois gentil, machin, il est là le problème, tu vois. Et du coup, ouais, ça c'est... J'ai un peu le même sentiment, effectivement, hein, quand j'ai jamais aimé licencier quelqu'un, c'est sûr. Puis je pense que quand t'es entrepreneur, t'es là pour te dire, je vais construire quelque chose de grand. Ouais. On va tous y aller ensemble, on est une équipe, on va tous dans la même direction. Et puis là t'en as un de l'équipe, t'es obligé de le retirer, quoi. Ça, c'est dur. C'est hyper dur, ouais. Mais c'est paradoxal, parce qu'en fait, d'un côté, moi, je me dis, putain, c'est de ma faute, j'ai pas trouvé assez de clients, j'ai pas fait assez. Et puis après, d'un autre côté, et a posteriori, tu vois, mais genre 1 an ou 2 après, je me dis, non, mais en fait, la personne qui était là, elle m'avait dit qu'elle allait faire quelque chose qu'elle n'a pas fait. Alors que moi, j'ai peut-être des défauts, mais quand je dis à un client que je vais faire quelque chose, je le fais. Peu importe combien ça me coûte finalement, parce que parfois ça va être plus compliqué. Quand on disait tout à l'heure, on se lance, même si on sait pas dès le départ comment on va faire la mission, on construit l'avion en vol. Et moi je le construis l'avion, tu vois, je me bouge le cul pour le construire. Et la personne qui a bossé pour moi et qui a pas fait ça, déjà moi c'est dramatique émotionnellement parce que je me dis, je suis hyper déçue. Parce que je me dis, c'est pas possible que des gens soient comme ça, tu vois. C'est tellement éloigné de moi que j'ai du mal. Et puis après, voilà, je prends sur moi. Mais du coup, maintenant, j'essaie de changer et d'être un peu plus ferme. Mais je le traîne encore, ce boulet, tu vois, d'émotionnel, de se dire, c'est moi qui ai mal fait, tu vois. Et du coup, il y a aussi un truc où, genre, parfois, j'osais pas envoyer des factures à des clients parce que je me dis que c'est pas assez bien ce qu'on a fait, tu vois. Et ça, c'est pas bien. Ça évite de donner problème de trésorerie, ça. Bah, exactement. Mais du coup, mais c'est la réalité, tu vois. Il y a un truc où c'est psychologique. Enfin, je trouve que ce qui est compliqué dans notre métier, dans l'entrepreneuriat, quelle que soit l'industrie, c'est qu'en fait, ton activité, elle dépend tellement de toi personnellement. Tu vois, tu disais, quand t'étais salarié, t'étais malheureux, tu parlais mal, enfin, tu vois, t'étais pas très cool avec tes enfants, etc. Ben, en fait, quand t'es stressé, quand t'es pas bien, quand t'as des tensions, bah, en fait, c'est même pas que tu parles mal à tes employés, c'est qu'en fait, tu peux pas donner à ton entreprise l'énergie dont elle a besoin, tu vois. C'est nous qui mettons le gasoil dans la locomotive. Puis si on en a plus, bah tu fais quoi? Ouais. Tu vois. Merci. De rien. Merci beaucoup. Alors, on a vu que l'entrepreneuriat, ça peut vous tomber dessus tout jeune ou finalement ressortir après 30 ans. Dans la table de Seb, on interroge des entrepreneurs qui ont démarré à tout âge, avec différentes expériences, avant ou pendant. Et à chaque fois, il y a quand même un point commun, ça c'est ça qui m'intéresse, c'est que c'est de l'humain. Alors, la révolution technologique, les aléas climatiques, les accidents de parcours, ça forge une certaine résilience. Et si c'était ça, finalement, la résilience qui définit ce qu'est être un entrepreneur. Alors, si cet épisode vous a plu, enregistrez-le. Ici, on accueille des invités au parcours concret qui peuvent vous donner des idées. Alors, retrouvez la table de Seb sur YouTube, Spotify, Apple Podcast. Votre soutien nous motive à continuer à vous proposer des invités qui nous inspirent. Voilà, je m'appelle Sébastien Vandenberg. Retrouvez-moi sur LinkedIn, Instagram. À très vite sur la table de Seb.